Dans les paysages les plus reculés, il existe des tribus mystérieuses aux coutumes et croyances étranges, qui ont troublé les explorateurs les plus courageux. Des jeunes danses de l'Amazonie, jusqu'aux îles isolées du Pacifique. Voici 15 des tribus les plus effrayantes que vous ne voudriez pas rencontrer. Numéro 15. La tribu Asma. La tribu Asma, avec sa culture et ses rituels uniques, fascine les chercheurs depuis des décennies. En vivant dans l'environnement reculé et difficile des mangroves de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils ont développé des coutumes et des traditions uniques qui les distinguent des autres sociétés. L'un des aspects les plus remarquables de leur culture est leur talent pour la sculpture sur bois. Ils sont célèbres pour leur capacité à réaliser des statues, des sculptures et des objets en bois très détaillés, représentant souvent des personnages historiques, des esprits et des animaux. Ces œuvres d'art ne servent pas seulement d'objets décoratifs, mais aussi de symboles de leurs croyances spirituelles et de leur lien avec le monde naturel. En plus de leur talent artistique, ce peuple entretient un lien spirituel profond avec la forêt. Ils croient que la forêt est habitée par de puissants esprits et ancêtres, et ils réalisent des rituels et des cérémonies élaborées pour les honorer et communiquer avec eux. Ces rituels incluent généralement des danses complexes, des chants et des offrandes destinées à apaiser les esprits et à solliciter leur guidance. De plus, les pratiques cannibales des Asma n'étaient pas de simples actes de brutalité, mais étaient profondément enracinés dans leurs croyances religieuses et leurs traditions culturelles. Ils croyaient qu'en consommant la chair de leurs ennemis, ils pouvaient acquérir leur force et leur savoir, assurant ainsi la survie et la prospérité de leur communauté. Cependant, il est important de souligner que le cannibalisme n'était pas une pratique quotidienne, mais qu'il était réservé à des occasions cérémoniales précises, ou utilisé comme moyen de vengeance contre l'ennemi. Malgré leur réputation redoutable, ils étaient également d'habiles navigateurs et commerçants, parcourant les eaux traîtresses des mangroves dans de complexes pirogues sculptées pour commercer avec les tribus voisines. Ces expéditions commerciales leur permettaient d'échanger des biens, des connaissances et des pratiques culturelles, favorisant ainsi des liens et des alliances à travers toute la région. Dans l'ensemble, la culture complexe et métissée de la tribu offre une fenêtre fascinante sur la diversité des sociétés humaines et sur les manières dont elles s'adaptent à leur environnement et interagissent avec lui. Numéro 14. Les Sentinelles du Nord. Les Sentinelles de l'île North Sentinel, dans le golfe du Bengale, sont l'une des dernières tribus non contactées au monde. Avec une lignée qui remonte à des dizaines de milliers d'années, ils ont développé un mode de vie unique et autosuffisant, qui reste en grande partie inchangé par la civilisation moderne. À la fin des années 1960, on a tenté d'établir un contact avec eux, mais les rencontres sont rapidement devenues hostiles. Malgré les efforts pour s'en approcher, le gouvernement a finalement abandonné l'idée au milieu des années 1990, en raison de l'hostilité déterminée de la tribu et du risque de les exposer à des maladies extérieures. Malgré les nombreuses tentatives des étrangers pour établir un contact avec eux, ils se sont farouchement opposés à toute forme d'interaction, préservant ainsi leur isolement et leur autonomie. Même les tentatives visant à leur apporter de l'aide ou de l'assistance ont été accueillies avec colère, car ils considèrent les étrangers comme des menaces potentielles pour leur mode de vie. En plus de leur isolement, ils sont connus pour leurs compétences exceptionnelles en matière de chasse, de pêche et de survie dans leur environnement insulaire tropical. Ils dépendent de méthodes traditionnelles de subsistance, comme l'utilisation d'arcs et de flèches pour chasser et pêcher dans les eaux environnantes. Le gouvernement indien a mis en place une réglementation stricte afin de les protéger, eux et leur territoire. En plus de la zone tampon de 5 km autour de l'île, qui interdit tout accès non autorisé, l'ensemble de l'île North Sentinel est interdite aux visiteurs et aux chercheurs sans autorisation officielle. Malgré leur isolement, ils ont parfois fait la une de l'actualité en raison de leur rencontre avec des étrangers. En 2006, ils ont tué 2 pêcheurs qui s'étaient approchés trop près de l'île, ce qui a relancé l'insistance sur le respect de leur territoire et de leur autonomie. Numéro 13. La tribu Batak. Les Batak de Palawan possèdent un riche patrimoine culturel qui remonte à des siècles, à la préhistoire. Malgré leur population relativement réduite, ils ont réussi à préserver leur mode de vie et leurs coutumes traditionnelles face à la modernisation. Leur subsistance repose principalement sur l'agriculture sur brûlis, la chasse, et la collecte de ressources naturelles telles que le miel, les tiges de rotin et la résine d'almaziga.
Avec des ruisseaux, des rivières et parfois un accès à la mer comme principale source de nourriture, les Bataks sont connus pour leur agilité et leur capacité d'adaptation. En plus de leurs caractéristiques physiques, telles que leur petite taille, leur peau foncée et leurs cheveux frisés, ils sont réputés pour leur endurance et leur ingéniosité. En s'adaptant à leur environnement, ils ont développé une connaissance approfondie de la flore et de la faune locale, ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins par divers moyens, comme l'agriculture, la chasse et la cueillette. L'un des aspects les plus fascinants de leur culture est leur profonde connexion spirituelle avec la nature. Ils croient en l'existence d'esprits de la nature, qui résident dans les rochers et les arbres de leur environnement. Ces esprits sont respectés et invoqués à travers des rituels et des cérémonies, auxquels on attribue le pouvoir de guérir et de protéger la communauté. On estime qu'ils ont été jusqu'à 1 millier d'individus. Au début du siècle, le recensement de 1990 ne comptait plus que 450 personnes. Aujourd'hui, ils vivent dans 8 communautés, qui préservent leur mode de vie traditionnel au cœur d'un monde en pleine mutation. Leur structure sociale se caractérise par un système de gouvernement dirigé par un cacique élu par les anciens de la communauté. Cette forme traditionnelle de leadership garantit que les décisions sont prises collectivement et dans l'intérêt du groupe. Malgré leur isolement et leur mode de vie traditionnel, le peuple a dû faire face ces dernières années à des défis tels que l'invasion de leurs terres et de leurs ressources. Cependant, ils continuent de persévérer, s'accrochant à leur identité et à leurs valeurs culturelles. Numéro 12. Les chasseurs de Tête Naga. Les chasseurs de Tête Naga, une tribu indigène vivant dans la région reculée du nord-est de l'Inde, ont longtemps fasciné les étrangers, par leur réputation redoutable et leurs pratiques culturelles singulières. Leur territoire s'étend sur les collines escarpées et les forêts denses du Nagaland, du Manipur et de l'Arunachal Pradesh, où ils ont préservé leur mode de vie pendant des siècles. Célèbres pour leur maîtrise des serpents venimeux, les Nagas sont réputés pour manipuler ces reptiles avec une habileté remarquable, les intégrant souvent à leurs rituels et cérémonies afin d'inspirer la crainte chez leurs ennemis. De plus, leur expertise dans la chasse aux têtes, une ancienne tradition imprégnée à la fois de rituels et de guerre, a attiré l'attention des archéologues et des historiens du monde entier. Profondément ancrés dans la superstition, ils croient que la tête humaine possède une immense signification spirituelle. Ils la considèrent comme la partie la plus sacrée du corps, et lui attribuent un grand pouvoir. En ramassant les têtes de leurs ennemis, ils cherchent à apaiser leur divinité, et à attirer des bénédictions sur leur tribu. Cette ancienne coutume reflète leur foi inébranlable dans le surnaturel et souligne l'importance qu'ils accordent à leur patrimoine culturel. Malgré l'invasion de la modernité et les influences extérieures, ils continuent de préserver leur identité culturelle et leurs traditions. Cependant, avec les changements démographiques, l'augmentation de la connectivité et l'évolution des modes de vie de la société, l'avenir de leurs coutumes ancestrales reste incertain, ce qui rend leur mode de vie encore plus intrigant et digne d'étude. Numéro 11. Le clan des squelettes. Le clan des squelettes, également connu sous le nom de tribu Sorox, vit dans une région reculée et isolée, au cœur des denses forêts d'une contrée lointaine. Bien qu'ils n'aient aucune importance particulière, ils ont captivé l'imagination des chercheurs et des explorateurs. En raison de leurs origines mystérieuses et de leurs caractéristiques uniques, cette tribu se distingue non seulement par son apparence inhabituelle, mais aussi par son comportement agressif envers les membres des autres tribus. Ils ont un long passé d'attaques et d'assassinats d'individus issus des communautés voisines. Malgré leur nature peu amicale, les scientifiques ont réussi à obtenir des échantillons d'ADN d'eux, ce qui a conduit à la découverte du mystérieux gène. La présence de ce gène inconnu soulève des questions intrigantes sur les origines et l'évolution du clan des squelettes. Il est possible qu'avec le temps, ils aient divergé des autres espèces humaines, de manière similaire au développement des différentes races animales. D'autre part, certains spéculent sur la possibilité qu'ils soient originaires d'un autre endroit, ce qui ne fait qu'accentuer le mystère entourant leur existence. De plus, les coutumes et les rituels du clan des squelettes sont gardés secrets, et les étrangers ont rarement accès à leur sanctuaire intérieur. On sait qu'ils pratiquent des cérémonies élaborées comprenant des chants rythmés, des mouvements de danse complexes, et des gestes symboliques qui revêtent une profonde signification spirituelle au sein de leur communauté.
Numéro 10. La tribu Suri, qui vit en Éthiopie et dans certaines parties du sud du Soudan, est un groupe fascinant doté d'un riche patrimoine culturel. Avec une population d'environ 34 000 habitants, ils vivent dans la région sud-ouest de l'Éthiopie, répartis en 3 groupes principaux, Tiomaga, Tché et Bana. Comme beaucoup de cultures indigènes, la tribu Suri suit des croyances traditionnelles centrées sur une divinité céleste connue sous le nom de Tumu. Au sein de la tribu, une figure clé appelée le Kimura agit comme médiateur entre le peuple Suri et le dieu du ciel, jouant un rôle essentiel dans leurs pratiques religieuses. Bien qu'ils vivent dans des plaines, des contreforts et des vallées reculées et semi-arides, la tribu maintient des liens avec les groupes voisins, même si ces interactions sont souvent marquées par des rivalités et des conflits. Les rivalités avec les groupes voisins du Soudan, qui s'aventurent parfois sur le territoire éthiopien, ont donné lieu à des affrontements violents, alimentés par la disponibilité d'armes modernes, issues de la guerre civile soudanaise. Cela a provoqué des affrontements sanglants et des tensions constantes entre la tribu Suri et ses rivaux. La tribu est très fière de son identité culturelle, qui se reflète dans ses coutumes et traditions uniques. L'une d'elles consiste pour les femmes à se préparer au mariage, en se soumettant à différentes pratiques d'embellissement, comme l'extraction des dents inférieures, le perçage de la lèvre inférieure et l'insertion de plateaux labiaux en argile. Bien que ces pratiques aient été très répandues par le passé, elles deviennent de moins en moins courantes, à mesure que la tribu est davantage exposée aux influences extérieures et à la modernisation. Malgré les défis auxquels elle est confrontée, la tribu reste résiliente et profondément attachée à son patrimoine culturel, offrant un aperçu d'un mode de vie à la fois traditionnel et de plus en plus influencé par le monde en mutation qui l'entoure. Numéro 9. La tribu des Slala. La tribu des Slala, également connue sous le nom d'Indien Karubo, vit dans l'épaisse forêt tropicale de la vallée du fleuve Javari, une région isolée et reculée du Brésil. Leur territoire ancestral s'étend sur ce paysage vaste et écologiquement diversifié, ce qui leur offre d'abondantes ressources naturelles et des opportunités uniques de survie. L'un des traits distinctifs du peuple des Slala est son lien profond avec la langue panoane, qui est étroitement liée aux cultures de groupes indigènes voisins, tels que les Indiens Mati et Malaruna. Grâce à leur langue, la tribu préserve ses riches traditions orales, son imaginaire et ses pratiques culturelles, les transmettant de génération en génération. En plus de leur coiffure distinctive, caractérisée par des cheveux coupés courts à l'arrière et plus longs à l'avant, les Daslala sont de motifs corporels complexes et d'objets décoratifs, fabriqués à partir de matériaux naturels de leur environnement. Ces ornements servent de symboles d'identité, de statut et d'héritage culturel au sein de la tribu. Malgré leur population relativement réduite et leur emplacement isolé, ils ont réussi à préserver leur autonomie et leur souveraineté sur leurs terres ancestrales. Ils ont développé des techniques de chasse avancées, comme l'utilisation de sarbacanes pour la chasse de précision de petits animaux, ainsi que des pièges et des collets pour capturer des animaux plus grands. Ces dernières années, l'augmentation des pressions extérieures, telles que la déforestation, l'exploitation illégale du bois et l'intrusion d'étrangers, a posé d'importants défis au mode de vie traditionnel de la population. Cependant, ils continuent de résister aux influences extérieures et restent fermement engagés à préserver leur patrimoine culturel et leurs territoires ancestraux. Numéro 8. La tribu Mosio. Le peuple Mosio vit dans une région reculée de Chine, près de la ville du lac Lugu, entourée de hautes montagnes et de vallées profondes. C'est une tribu associée à certaines des pratiques culturelles les plus déroutantes au monde. C'est l'une des tribus les plus redoutées et incomprises au monde. Ils forment une petite communauté isolée qui vit dans les montagnes du sud-ouest de la Chine. Pendant des siècles, ils ont été l'objet de craintes et de curiosités, et leur mode de vie est resté entouré de mystères. On pense qu'ils descendent de l'ancienne religion Popo. Cette religion a été fondée par des Tibétains qui ont fui en Chine au cours du 8e siècle. C'étaient des mages qui croyaient en la Renaissance et possédaient un système de croyances spirituelles très élaboré. La tribu a conservé bon nombre des croyances et pratiques magiques de ses ancêtres Pompo. Ils croient en un monde spirituel qui existe parallèlement à notre monde physique. Leurs mages agissent comme des intermédiaires entre les deux mondes. Et ils aident à maintenir l'équilibre entre eux.
La tribu est souvent considérée comme l'une des plus effrayantes du monde, en raison de ses coutumes et croyances uniques. Même si elles peuvent sembler étranges aux étrangers, il n'y a rien de vraiment effrayant chez ces gens. Leur mode de vie a simplement été façonné par leur environnement et leur histoire. C'est une société matriarcale. La femme est le chef de famille et la propriétaire de tous les biens. Les hommes jouent un rôle subordonné et ne participent pas aux décisions concernant la famille ou la communauté. Cette organisation inhabituelle surprend souvent les visiteurs, mais elle fonctionne bien pour la population locale. Une autre coutume inhabituelle est le mariage en bélan. Dans ce type d'arrangement, les couples ne vivent pas ensemble et n'entretiennent aucune relation engagée. À la place, les hommes rendent visite aux femmes la nuit et retournent chez eux le matin. Cela permet aux femmes d'avoir plusieurs partenaires et évite la jalousie ou la possessivité. Numéro 7. La tribu Kundiawa. Dans les riches vallées de Kundiawa, nichées au cœur du terrain escarpé creusé par la rivière Chimu, se trouve le foyer de la tribu Chimu. Installée à une altitude d'environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, cette communauté est célèbre pour sa culture vibrante et ses coutumes uniques. L'un des aspects les plus frappants de la tribu est son apparence extravagante et ses danses captivantes. Dans un élan de créativité, à la fois pour intimider d'éventuels rivaux et attirer les visiteurs curieux, le peuple a mis au point une méthode de défense distinctive, les squelettes dansants. En ornant leur corps de motifs tortueux imitant la structure squelettique, ils créent un spectacle hypnotisant qui inspire la peur dans le cœur de leurs ennemis, tout en générant des revenus grâce au tourisme. Les origines des rituels de danse de leur tribu remontent à l'Antiquité. Ancrés dans leur riche patrimoine culturel et leur profonde croyance spirituelle, ces représentations sont soigneusement chorégraphiées et revêtent une grande importance au sein de la communauté, servant de lien avec leurs ancêtres et le monde naturel. Leur mode de vie est tout aussi fascinant. Leurs habitations traditionnelles, construites sous forme ovale ou rectangulaire, avec des sols en terre battue et des toits bas, reflètent leur relation intime avec la terre. Fait intéressant, les hommes vivent ensemble dans une maison collective, ce qui favorise le sens de l'amitié et de la responsabilité collective, tandis que les femmes, les enfants et les cochons habitent dans des maisons séparées pour plus de sécurité. Ils vivent dans une région sujette aux conflits et aux disputes territoriales, et se sont adaptés à leur environnement difficile avec résilience et ingéniosité. Bien que les tribus voisines les considèrent comme possédés par le diable, ils ne sont pas agressifs. Au contraire, ils ont trouvé des moyens innovants de prospérer au milieu des difficultés en embrassant leurs traditions culturelles et en puisant leur force dans leur unité. Numéro 6. Le peuple Cujareno. Le peuple Cujareno, également connu sous le nom de Nomol, est un groupe de chasseurs-cueilleurs et de tribus indigènes vivant dans les profondeurs reculées de l'immense forêt tropicale. Leur foyer se trouve principalement à l'extrémité immaculée du parc national du Manu, niché dans la région péruvienne de Madre de Dios. Leur communauté, qui parle un dialecte distinct de la langue puro, compte une population estimée entre 100 et 2150 personnes, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux maigres 20 à 100 membres estimés, dans les années 1970. En vivant dans l'isolement, les Cujareno ont développé une aversion profondément enracinée envers les interactions avec les étrangers. Et c'est compréhensible. Lors d'un événement tragique remontant aux années 1890, l'industriel péruvien Carlos Kit-Scarlett a organisé un massacre brutal d'une grande partie de la tribu, qui vivait le long du cours supérieur du fleuve Manu. Malgré ce coup dévastateur, les survivants résistants se sont repliés dans des zones reculées de la jungle, où ils vivent isolés depuis lors. Leurs racines remontent à plusieurs siècles, et ont forgé un mode de vie unique en tant que chasseurs-cueilleurs, dépendant des ressources abondantes de la forêt tropicale pour leur subsistance. Leur savoir traditionnel de la terre, transmis de génération en génération, leur permet de naviguer dans la jungle dense avec précision et habileté, récoltant des fruits, des noix et des plantes médicinales, tout en chassant du petit gibier pour obtenir des protéines. Malgré leur isolement relatif, le peuple n'a pas été épargné par les menaces extérieures. Leur engagement à préserver leur patrimoine culturel et leur mode de vie traditionnel se manifeste clairement dans leur refus catégorique de tout contact avec les non-autochtones.
Bien que le peuple évite principalement tout contact avec les étrangers, de rares cas d'interaction ont été signalés. Comme l'a rapporté la BBC en 2013, dans des moments de désespoir, certains membres de la tribu ont demandé de l'aide aux villageois voisins, sollicitant de la nourriture pour survivre. Reconnaissant la vulnérabilité du peuple Cujrino face aux maladies modernes, le gouvernement péruvien a pris des mesures pour protéger leur isolement, en imposant une interdiction de contact avec des entités extérieures. Cette mesure préventive vise à sauvegarder la santé de la tribu et à préserver son mode de vie unique, protégé des pressions violentes du monde moderne. Numéro 5. La tribu des chasseurs d'aigles kazakhs. Dans l'immense et escarpé territoire des montagnes, de Altaï en Mongolie, la tribu des chasseurs d'aigles kazakhs a perfectionné l'art ancestral de la chasse à l'aigle, une tradition qui remonte à plusieurs siècles. Ces chasseurs habiles transmettent généralement leur savoir-faire de génération en génération, tissant un lien étroit avec leur majestueux aigle royal et forgeant une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel. La pratique de la chasse à l'aigle est profondément ancrée dans la culture kazakh, avec des archives historiques remontant à l'époque de Gengis Khan, voire même avant. Des récits de chasse légendaires et d'exploits audacieux ont été transmis par la tradition orale, consacrant l'aigle comme symbole de puissance et de savoir-faire au sein du peuple kazakh. La formation des chasseurs commence dès le plus jeune âge, lorsqu'ils apprennent les techniques délicates de manipulation et de contrôle de ces magnifiques oiseaux. Chaque aigle est soigneusement sélectionné et dressé pendant plusieurs années, et le lien entre le chasseur et l'oiseau se renforce avec le temps. Lors des expéditions de chasse, les chasseurs font preuve d'une habileté et d'une précision extraordinaire dans le territoire impitoyable des montagnes de l'Altaï. À cheval, ils explorent le paysage à la recherche d'animaux, tandis que leurs aigles planent dans les airs, prêts à fondre sur leur proie à tout moment. C'est un lien sacré fondé sur la compréhension et le respect mutuel. Lorsque les chasseurs et leurs aigles travaillent ensemble en parfaite harmonie, ils révèlent la beauté éternelle et la majesté du prédateur le plus redoutable de la nature. Ces dernières années, ils ont acquis une reconnaissance internationale grâce à des documentaires et des films, qui mettent en lumière leur mode de vie extraordinaire. Des visiteurs du monde entier se rendent en Mongolie pour assister de leurs propres yeux au spectacle de la chasse à l'aigle, s'imprégnant du riche patrimoine culturel du peuple kazakh. Grâce à leur maîtrise du tir et à leur profonde connexion avec le monde naturel, les chasseurs d'aigles kazakhs continuent d'inspirer l'émerveillement et l'admiration, préservant une tradition qui perdure depuis des siècles, au cœur des montagnes de l'Altaï. Numéro 4. La tribu Jiafo. Nichée dans les épaisses jungles du centre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle demeure une communauté énigmatique, largement coupée du monde extérieur. Son existence, enveloppée de mystères, a fasciné les explorateurs pendant des décennies. La première rencontre de la tribu avec le monde moderne a eu lieu en 1988, lorsque Benedict Allen, un explorateur intrépide, est tombé sur leur village caché. S'aventurant au cœur de la jungle, Allen s'est retrouvé plongé dans un monde dépourvu de tout confort moderne. Le temps semblait s'être arrêté. Malgré les craintes initiales envers les étrangers, la tribu a accueilli Allen à bras ouverts. Ils l'ont invité à participer à leurs anciens rituels et cérémonies. En tant qu'invité, Allen a eu l'occasion unique d'être témoin de première main de la richesse du patrimoine culturel de la tribu et de ses traditions ancestrales. Vivant au cœur de la luxuriante forêt tropicale, la tribu a développé des compétences de survie inégalées. Leur maîtrise de la chasse, de la pêche et de la culture des plantes leur a permis de prospérer dans l'un des environnements les plus difficiles au monde. Grâce à les tests jungle qui leur offrent une couverture suffisante, la tribu a appris à se déplacer facilement dans la forêt, à éviter les menaces potentielles, tout en exploitant ses ressources abondantes. Ce qui distingue vraiment la tribu, ce sont ses compétences physiques extraordinaires. Les zones, connues pour leur force et leur agilité, sont réputées posséder la puissance des crocodiles, ce qui leur permet d'affronter ces redoutables prédateurs avec une intrépidité inébranlable. De plus, leurs remarquables aptitudes à grimper aux arbres leur permettent d'escalader sans effort des troncs vertigineux, leur offrant ainsi un avantage stratégique aussi bien pour la chasse que pour la défense. Malgré la barrière de la langue, les interactions d'Allen avec la tribu
ont fourni des informations très précieuses sur leur mode de vie. Numéro 3. La tribu Moken, un peuple austronésien. Un groupe de 800 îles revendiquées à la fois par la Thaïlande et la Birmanie. Les chercheurs font remonter leurs origines au sud de la Chine il y a environ 6000 ans, avant qu'ils ne s'installent sur plusieurs îles d'Asie du Sud. Actuellement, entre 2003 et 2008, des milliers de Moken résident sur ces îles. Ils mènent un mode de vie semi-nomade, centré sur la chasse et la cueillette, en comptant particulièrement sur la mer. Au sein de la communauté, il y a environ 1000 hommes et 1000 femmes. Ils parlent une langue austronésienne unique, le mocha. Malgré leur culture et leurs traditions profondément enracinées, leur mode de vie est confronté à d'importants défis. Leur population est en diminution, et des problèmes modernes comme l'immigration et les lois sur la propriété posent des obstacles constants à leur mode de vie nomade. Leur mode de vie itinérant implique de se déplacer entre des établissements saisonniers sur différentes îles, en adaptant leurs pratiques de pêche et de cueillette aux environnements changeants dans lesquels ils ont traditionnellement vécu. Ils construisent leurs maisons sur des eaux peu profondes, ce qui leur permet d'accéder facilement aux zones de pêche et de se protéger contre les tempêtes. En plus de leur profonde connexion avec la mer, ils sont célèbres pour leurs compétences exceptionnelles en plongée en apnée. Dès leur plus jeune âge, ils sont entraînés à retenir leur souffle pendant de longues périodes sous l'eau, ce qui leur permet de plonger en profondeur pour ramasser des fruits de mer, sans avoir besoin d'équipement de plongée. Malgré leur tradition profondément ancrée, leur mode de vie est de plus en plus menacé par la modernisation, la dégradation de l'environnement et les réglementations gouvernementales. Le tourisme et le développement envahissent leur territoire. Ils sont confrontés à des défis pour préserver leur patrimoine culturel et maintenir leurs pratiques traditionnelles. Cependant, des efforts sont déployés pour soutenir les communautés, afin de préserver leur mode de vie unique, tout en s'adaptant au monde en constante évolution qui les entoure. Numéro 2. Le culte du cargo. Lorsqu'il s'agit de tribus, peu de gens se souviennent du mystère du culte du cargo, apparu principalement en Mélanésie, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et sur les îles voisines. Ces mouvements religieux sont apparus à l'époque coloniale et ont perduré jusqu'à l'ère moderne. Le phénomène du culte du cargo se caractérise par un système de croyances, né en réaction à la rencontre avec des sociétés technologiquement avancées, en particulier occidentales. Pendant la période coloniale, les populations autochtones, en observant l'abondance de richesses matérielles détenues par ces étrangers, en sont venus à croire qu'ils étaient favorisés par de puissantes forces surnaturelles. Leur rituel consiste généralement à imiter le comportement et les pratiques des Occidentaux, dans l'espoir d'attirer des bénédictions similaires de la part des dieux. Cela peut inclure la construction de pistes d'atterrissage, de tours de contrôle, et d'avions factices à partir de matériaux locaux, comme des tiges de bambou et des feuilles de palmier. Ces structures sont conçues pour ressembler à la technologie et à l'infrastructure, associée au système moderne de transport et de communication. Le nom même de culte du cargo reflète la croyance centrale selon laquelle la cargaison ou les biens précieux seront livrés aux fidèles adeptes du culte, par des moyens surnaturels, souvent sous la forme d'avions ou de bateaux. Le terme cargaison fait référence aux biens importés, qui étaient très convoités par les populations autochtones pendant la période coloniale, comme les produits manufacturés, la nourriture et d'autres ressources. L'un des incidents les plus célèbres liés au culte du cargo s'est produit en 1974, lorsqu'un groupe de rebelles mélanésiens a détourné un vol d'Air France. Cet événement, connu sous le nom de la crise des otages de Toulouse, était motivé par la croyance que l'avion les conduirait vers la terre promise de leurs ancêtres. Malgré leurs intentions pacifiques, les cultes du cargo ont parfois été associés à la violence et au conflit, surtout en période de troubles sociaux et de tensions politiques. Cependant, de nombreux adeptes des cultes du cargo sont pacifiques et cherchent simplement à mener une vie meilleure en respectant leurs croyances spirituelles. De manière générale, le phénomène continue d'intriguer les archéologues, les historiens et les sociologues, en raison de son mélange unique de spiritualité autochtone, d'adaptation culturelle et de rencontre avec la modernité. Numéro 1. Le peuple Tchouktcha. Le peuple Tchouktcha, également connu sous le nom de peuple Lora ou peuple des marais, vit à l'extrême nord-est de la Sibérie, en Russie.
À la fin du XXe siècle, leur population avoisinait les 14 000 habitants, répartis en deux groupes principaux, les Tchouktches des Rennes et les Tchouktches maritimes. Bien qu'ils partagent une langue commune, le dialecte tchouktche ou l'ora, ces groupes mènent des modes de vie différents, adaptés à leurs environnements respectifs. Les Tchouktches des Rennes gagnent principalement leur vie en conduisant des mammifères domestiqués. Ces animaux constituent une source essentielle de transport, de lait, de viande et de peau. En revanche, les Tchouktches maritimes dépendent de la mer pour leur subsistance, se consacrant à la chasse aux mammifères marins et à la pêche dans les eaux côtières. Leurs modes de vie différents se reflètent clairement dans leurs habitations. Les Tchouktches des Rennes vivent dans des tentes mobiles qui suivent les parcours saisonniers de pâturage, tandis que les Tchouktches maritimes vivent dans des villages fixes. Leurs moyens de transport reflètent encore davantage leur adaptation à l'environnement. Les Tchouktches des Rennes utilisent des traîneaux tirés par des mammifères ou des chiens, tandis que les Tchouktches maritimes naviguent sur les eaux à bord de bateaux construits avec des armatures en bois et des peaux d'animaux. Malgré ces différences, les deux groupes partagent des croyances spirituelles similaires. Ancrés dans la religion, ils croient en la présence d'esprits invisibles, qui peuplent le monde naturel. Ils pratiquent des cérémonies de sorcellerie pour la guérison et la divination. De plus, ils participent à des festivals communautaires avec des sacrifices rituels, ce qui démontre le lien profond entre leurs pratiques culturelles et le domaine spirituel. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.